Bueno, buenas tardes ya, bienvenidas y bienvenidos. Quiero empezar disculpando a nuestra decana, Ana Gallego, que, aunque lo deseaba, no va a poder acompañarnos por razones de las obligaciones unidas a su cargo. Bien, este mes de noviembre está siendo y va a ser aún especialmente rico en actividades culturales. Hoy tenemos una apasionante nueva edición de uno de nuestros ciclos clásicos y más queridos, El intelectual y su memoria, con el profesor Jean-Claude Smith, bienvenido, sí, que será conducido por José Antonio González Alcantuz. La semana que viene, el día 15 de noviembre, la profesora Joana Grulla realizará una nueva edición de nuestro aula de creatividad, con el título Mujeres y otra sentimentalidad, en la que participarán también las poetas Ángeles Mora y Teresa Gómez. Nuestro aula de creatividad es un ciclo nuevo en el que le preguntamos a creadores, escritores, profesores, investigadores, artistas, sobre cuáles son sus trucos en el oficio, cómo crean, cuándo escriben, en dónde se inspiran, etcétera. Esta actividad comenzará con un taller de poesía a las 10:30, conducido por la profesora Grulla, y continuará con una entrevista, un diálogo con las dos poetas citadas. Y, en fin, la última semana del mes tendremos una mesa redonda sobre inteligencia artificial, aún hay que concretarla, y, por ahora, una última conferencia en el año natural a cargo del profesor de Filosofía Política Panagiotis Sotiris, miembro del Consejo editorial de la revista Historical Materialist, que nos hablará sobre cómo pensar con el propio cuerpo, la práctica teórica de Althusser revisitada. Cedo la palabra a nuestro compañero y amigo José Antonio González Alcantuz, catedrático de Antropología, dándole las gracias por haber programado esta actividad y por su constante compromiso con la vida cultural de nuestra facultad. José Antonio, cuando desees. Muchas gracias al profesor José Luis Moreno Pestaña y a la decana Ana Gallego, que acogieron desde el primer momento con absoluto entusiasmo la presencia del profesor Jean-Claude Smith, que había sido invitado a una tesis doctoral que tendrá lugar en el día de mañana en esta misma facultad, y que debido a esta aceptación pues le propuse hacer un intelectual y su memoria, y el decanato, tanto a través de José Luis Moreno, el profesor José Luis Moreno Pestaña, como de la profesora Ana Gallego, pues aceptaron inmediatamente, sabiendo la personalidad y la importancia del entrevistado. En este ciclo, que creo que es la 7ª u 8ª entrevista que yo hago, desde que se inició hace años, si no recuerdo mal, yo no estaba todavía en la facultad, pero fue Luis García Montero, el actual director de los Institutos Cervantes, quien inició este ciclo, si no recuerdo mal, también con la entrevista a Rafael Alberti. Pues creo que son como 7 veces las que he estado rememorando, que he hecho entrevistas a personas, algunas de las cuales pues ya no están con nosotros. El último, Mar Oller, Pepe Álvarez Junco, María Soledad Carrasco Urgoiti, Paco Márquez Villanueva, en fin, Ronald Fraser, en estos momentos no recuerdo toda la nómina, pero la verdad es que ya me he convertido, gracias a los diferentes decanatos, en un asiduo de este ciclo, que a mí me entusiasma porque creo que la fórmula de la entrevista es muy importante. Yo tenía que hacer una presentación, y la voy a hacer, del profesor Jean-Claude Smith, y simplemente por una vez en mi vida he tirado de Wikipedia, que he encontrado que el artículo de Wikipedia es très bon, c'est petit, mais c'est bon, ¿no? Y ya en resumen, très bon. La primera cosa es, pido disculpas por eso, porque ¿qué puedo añadir? Porque está bien hecho. Y bueno, en ese artículo se dice que el profesor Jean-Claude Smith nació en Colmar, en un lugar, yo conozco Colmar, en la Alsacia, un lugar en el mundo entre germánico y suizo y francés, de aquí también sus inclinaciones en sus trabajos, y quiero yo ver, fue alumno del gran historiador Jean Le Goff, que supone el culmen, en cierta forma, antiguo de lo que es la antropología histórica del mundo medieval. Y bueno, el profesor Jean-Claude Smith, yo conocí sus
sus obras cuando fui becario en París en 1989 en el Musée des Arts et Traditions Populaires, que luego hablaremos. Precisamente cayó una table ronde en la que participaban Jan Le Goff, él sobre el charivari, es decir, las encerradas entre nosotros. Y me llamó mucho la atención aquella aproximación a la historia medieval utilizando instrumentos de la antropología contemporánea. Yo, que soy muy partidario de la antropología histórica, pues le pedí aunque yo lo había visto pasar por l'École muchas veces al profesor Jean-Claude Smith, lo había visto en numerosas ocasiones, pero no había tenido la oportunidad de hablar con él hasta que le pedí una entrevista cerca de la sede del Instituto de Historia del Arte, donde tiene su despacho. ¿Qué hay que descubrir en la obra de Jean-Claude Smith? Pues lo que dice en el artículo de la Wikipedia es que, a diferencia de otros medievalistas, y utilizando este método inaugurado por Jan Le Goff de la antropología histórica, se dirigió no al estudio de las élites, es decir, de las élites políticas, o de las instituciones políticas, sino de las clases más bajas y de las fenomenologías culturales de estas clases, tales como son la superstición o como son los ritmos del trabajo. Luego entraremos en ello en el diálogo. Ha trabajado, pues, el profesor Smith mucho en la cultura religiosa, dice la Wikipedia, sobre los gestos, sobre las supersticiones, sobre el temor a lo aparecido en el tiempo, así como en los últimos tiempos también ha elaborado un trabajo sobre la iconografía y la relación de esta iconografía con la manera de pensar, con las formas del imaginario. Así, pues, también hay que añadir a las anteriores materias de estudio la herejía, el culto de los santos, la oración, los sueños también muy relevantes. Ha sido director ya emérito de estudios, que es la categoría de catedrático, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París y dirige el grupo de Antropología Histórica del Occidente Medieval. Y bueno, además de su obra particular, entre los cuales voy a citar algunos, traduciendo los títulos, algunos de sus libros, el Santo Lebrero, que fue traducido, Le Saint Lévrier, fue traducido al castellano ya hace años en Mario Múnich, en Barcelona, que es un libro ya casi inencontrable. Las razones de los gestos en el occidente medieval, en Gallimard, los revenidos, los vivos y los muertos en la sociedad, le revenant, no sé cómo traducirlo exactamente, los vivos y los muertos en la sociedad medieval, la historia, esta es una obra colectiva, la historia de los jóvenes, también traducida al castellano, que realizó con Giovanni Levi, el cuerpo, los ritos, los sueños, el tiempo, ensayos de antropología medieval, que es un recueil, una recopilación de artículos utilizando este método, bueno, una gran cantidad de obras, también otras como son, por ejemplo, que yo recuerdo en estos momentos, Los ritmos en la Edad Media, que es una obra realmente impresionante, que es producto de las investigaciones de los últimos años. El profesor Jean-Claude Smith es, entre otras distinciones, caballero de la Orden de las Palmas, medalla del CNRS francés, caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor, entre otras muchas, y en el año 2017, Gran Premio de Rendez-vous de l'Histoire en Francia. De manera que no me hace falta decir que estoy apabullado. Yo he intentado analizar toda la obra del profesor Smith y me supera. Es decir, y entonces es oceánica y llegar, la voy al final, je vais étudier tout, absolument tous les interstices, si vous voulez, de votre œuvre, mais c'est vraiment océanique, ¿no? Océanique. Agradezco su presencia aquí y yo le he enviado al profesor Jean-Claude Smith previamente las preguntas. Él va a contestar en francés y entre los dos profesores que estamos aquí, José Luis Moreno Pestaña y yo mismo, vamos a ir traduciendo, haciendo una traducción alternativa para que se vaya entendiendo. Yo le he enviado las preguntas en francés y entonces ahora las voy a leer, la primera en español,
y bueno, él contestará y yo haré la primera traducción si quieres y luego tú ya sigues la siguiente. Profesor Esmí, usted, bueno, si vous voulez dire quelque chose, d'avant, pardon. En effet, je voudrais d'abord vous remercier de votre invitation et pour ce débat qui vraiment me plaît beaucoup et je suis très heureux de vous rencontrer. Pardonnez-moi si je ne parle pas espagnol. Je lis même des thèses en espagnol, des thèses de doctorat en espagnol, mais je suis incapable de le parler. Voilà, je pourrais parler en anglais, je pourrais parler en allemand, mais pas en italien, mais pas en espagnol. Voilà, mais merci pour votre invitation, c'est vraiment un grand honneur et un grand plaisir pour moi de discuter avec vous, très librement, très simplement, des problèmes qui nous intéressent les uns et les autres. Oui. Bueno, el profesor Esmí da las gracias y pide disculpas porque él puede hablar inglés, alemán, italiano, pero español lo lee, pero no lo habla con fluidez para poder comunicarse. Así que pide y que está muy contento de estar aquí y agradece mucho la invitación. Si vous voulez, nous pouvons faire la première demande que je fais. Je vais faire la demande en espagnol, mais vous, dans le papier en français. Profesor Esmí, usted ha reflexionado sobre la emergencia contemporánea de esta nueva disciplina, nueva, entre guillemets, que nosotros llamamos antropología histórica. ¿Considera que la tradición francesa de Marc Bloch como fundadora, yo me refiero lógicamente al libro de referencia, Le Roi Thaumaturge, Los Reyes Taumaturgos, un clásico de la historiografía europea? Qu'est-ce que pensez-vous? C'est une question immense. Immense. Voilà. Alors, on aura l'occasion de préciser les choses. L'anthropologie historique, c'est une étiquette que l'on donne aujourd'hui, mais qui a mis du temps à se préciser. Et je pense qu'il faudrait faire l'histoire de ce terme, de cette tendance des recherches historiques et anthropologiques pendant les 50 dernières années, à peu près, pour comprendre comment on peut aujourd'hui se recommander, comme c'est mon cas, de ce courant. La deuxième question, c'est Marc Bloch. Alors Marc Bloch, c'est bien sûr un très très grand historien, dont la réputation a été encore plus grandie par sa vie personnelle, naturellement, et le fait qu'il soit un héros de la résistance contre le nazisme et qu'il ait été fusillé en 1944 par les Allemands en France. Donc son rôle dans la résistance a naturellement grandi encore l'aura du personnage. Mais c'est vrai qu'il a une œuvre historique considérable. Et il est intéressant de voir que ce premier livre de 1924, donc l'année prochaine, ça fera un siècle, ce premier livre de 1924, Les Rois Thaumaturges, qui concerne le miracle royal en France et en Angleterre, ce premier livre est resté assez isolé, même dans l'œuvre de Marc Bloch. Après avoir publié ce livre, Marc Bloch s'est orienté vers l'histoire sociale, pas traditionnelle à son époque, bien sûr, telle qu'il l'a fait, mais disons l'histoire sociale, économique et sociale et démographique aussi. Et il a laissé de côté tout cet aspect plus anthropologique qui est la marque de ce livre. Et c'est Jacques Le Goff qui a republié Les Rois Thaumaturges chez Gallimard et qui a, avec une préface, montré quelle était l'importance de ce livre pour les recherches qui ont été initiées en France, notamment aussi en Italie, peut-être moins ailleurs, à partir des années 60-70. Donc c'est une redécouverte, en quelque sorte.
Est-ce qu'on arrête là pour l'instant? Oui, 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 oui. No podemos hacer la traducción. Bueno, el profesor Smith dice lo primero de la antropología histórica, que habría que analizar los últimos 50 años, sobre todo, y que ahí estaría pues la clave. Y luego se ha extendido sobre Le Roi Thaumaturge, que es un libro que está traducido al castellano. Esto es una anotación mía en crítica, creo que hay la traducción castellana, hay traducción, y la traducción española, oui. Marc Bloch, él lo plantea como la imagen que se tiene, es un héroe de la resistencia, formó parte de la resistencia y fue fusilado por los alemanes en 1944. También, entre guillemets, tengo que decir que su libro sobre L'étrange défaite est publié dans l'Université de Grenade en español. Está publicado el libro donde narra los precedentes en traducción española aquí en nuestra editorial. Y Marc Bloch escribe en 1924 este libro, Le Roi Thaumaturge, que trata de la curación en Francia e Inglaterra, los poderes curativos que tienen los reyes. Y es un libro aislado, dice, porque luego no tendrá continuación, ya que Marc Bloch se dedicará más a la historia social, demográfica, económica, etc. Y será Jean Le Goff quien recuperará el libro de Marc Bloch en los años 70, haciéndole un prólogo además a la nueva edición en Gallimard de este clásico y recobrando pues esa parcela de Marc Bloch. Bon, je voulais demander une autre chose, d'une façon, une certaine spontanéité. Les conditions des profs de l'université de Strasbourg, de Marc Bloch, et aussi de Lucien Febvre, et de Maurice Halbach, etc., a donné à l'université de Strasbourg, dans l'époque, une condition spéciale pour la recherche, si vous voulez, des questions interstitielles, si vous voulez. Tout à fait. Oui. Le he preguntado si, si la Universidad de Estrasburgo, donde ejercían profesores un poco marginales, como eran Marc Bloch, Lucien Febvre o Maurice Halbach, el autor de la teoría de la memoria, le da esa condición especial para poder abordar temas intersticiales, como Le Roi Thaumaturge. Oui, cette question est très intéressante et importante sur le plan de l'historiographie. L'université de Strasbourg a été investie par les Allemands donc en 1870, après la défaite de la France, et les Allemands en ont fait une grande université du Reich. Et quand Strasbourg, l'Alsace et une partie de la Lorraine sont redevenues françaises, après 1918, les Français ont voulu eux aussi faire de Strasbourg une très grande université qui soit un peu le phare de l'histoire intellectuelle, enfin de la vie intellectuelle française face à l'Allemagne. Donc on a envoyé à Strasbourg des jeunes professeurs très talentueux comme Marc Bloch, Lucien Febvre, le sociologue Maurice Halbach, qui lui aussi est mort en déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont eux qui ont créé à Strasbourg ce foyer de vie intellectuelle interdisciplinaire, déjà, entre sociologie, histoire et d'autres, et qui ont, à Strasbourg, fondé la Revue des Annales. La Revue des Annales de 1927, si je ne me trompe pas. Donc le livre de Marc Bloch dont on parlait, c'est 1924, et 1927, c'est bien 27, la création de la Revue des Annales. Et tout de suite, la Revue des Annales a voulu favoriser les contacts, l'interdisciplinarité, comme on dit aujourd'hui, on ne le disait pas à l'époque, mais l'interdisciplinarité entre histoire, sociologie, alors folklore, on pourrait dire. Il n'y avait pas d'anthropologie, ça n'avait pas ce sens-là à l'époque, etc. Donc, et les annales donnent, et économie naturellement, économie très importante.
Donc les annales sont la scène où se joue dès cette époque, à la fin des années 20, ces relations disciplinaires dans les sciences humaines et sociales, qui est naturellement le berceau de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'anthropologie historique. Merci beaucoup. Bueno, para el profesor Smith, la Universidad de Estrasburgo juega un papel muy importante que ya es significativo desde el punto de vista histórico. Fue una universidad fundada por los alemanes después de la derrota francesa en 1816 y cuando fue recuperada la Alsacia-Lorena por los franceses, después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, se quiso convertir la Universidad de Estrasburgo en un faro de la historia académica, de una historia académica creadora y nueva en la Universidad Francesa. Fue por lo cual se enviaron allí a jóvenes profesores de especial talento como Marc Bloch, Maurice Salvage y Lucien Febvre. Maurice Salvage fue también una persona que murió en un campo de concentración alemanes, también puede decirse un héroe de la resistencia, era muy conocido de nuestro Jorge Semprún. Y es allí donde se funda una revista fundamental, no solamente en la historiografía, sino en la historia intelectual, yo diría no solo francesa, sino mundial, que es la revista de Annales, que se funda en 1927. Esta revista recoge un trabajo interdisciplinar de hibridación entre la historia, la sociología, el folclore, porque la antropología todavía no estaba presente en la época, y también la economía, como no. Entonces, digamos, al final de los años 20 hay un nuevo eje, podemos decir, intelectual que tiene su articulación en la Universidad de Estrasburgo. Bon, je vais faire un petit résumé, si vous voulez, de la deuxième question, parce que c'est très longue. Oui. Je demande de vous si, à partir, je pense, des années 1970, il y a une tournée, si vous voulez, dans l'histoire de la discipline, qui est le passage entre la sociologie historique et l'ethnologie, et l'anthropologie, si vous voulez. Qu'est-ce que pensez-vous de ces passages? Et de l'autre côté, si la méthode comparative, surtout la méthode comparative, du point de vue temporel surtout, a choisi une question importante. En troisième lieu, je vais demander sur je rappelais que c'est votre thèse doctorale sur Saint-Lévrier, non? Non, c'est le deuxième livre. C'est le deuxième livre, non? J'ai trompé la question. La question de Saint-Lévrier, un livre qui illuminait beaucoup la recherche sur la culture populaire, si vous voulez, et la présence de la culture populaire et le folclore dans l'étude des médiévalistes. Bueno, yo le pregunto tres cosas. Uno, sobre el paso entre la sociología histórica y la antropología histórica en los años 70, es decir, que se pase justamente de hacer un estudio de société a una étude culturelle, si vous voulez. De otro lado, le pregunto por el método comparativo, es decir, y en tercer lugar, por Saint-Lévrier, el santo lebrero, que es un santo en el cual pues hay un culto a un animal que resta en el centro de Europa, y esto convertido en santo a través de los mecanismos de la cristianización, y es el motivo de su segundo libro, que fue traducido, como he dicho al principio, al castellano. Entonces, alors, je parlerai du Saint-Lévrier après, oui. Et je vais d'abord parler de toute cette histoire des disciplines, sociologie, anthropologie, histoire. C'est compliqué parce qu'il y a plusieurs courants, en somme, qui viennent converger pour donner naissance à ce qu'on peut appeler l'anthropologie historique. On a déjà parlé des annales, mais il faut voir que les annales, la revue des annales fondée par Marc Bloch et Lucien Febvre, cette revue ne pouvait naître que parce qu'il y avait déjà une forte sollicitation du côté de la sociologie
française, représentée par son fondateur, on peut dire, qui était Émile Durkheim. Et Émile Durkheim, qui a écrit à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, de grands ouvrages de sociologie religieuse, etc. Et d'anthropologie aussi, si vous voulez, parce que les deux sont très liés. Et parmi les élèves de Durkheim, il y avait Marcel Mauss. Et Marcel Mauss est sûrement celui qui a été le plus lu par nous, historiens, par Marc Bloch déjà, qui était un collègue, et par nous depuis, comme le représentant d'une ethnologie, anthropologie générale, qui pose justement à la société de grandes questions sur le religieux, sur la parenté, sur des grands problèmes. Alors que les historiens avaient plutôt tendance à faire des études factuelles, en somme. Et grâce à l'anthropologie ou à la sociologie de Durkheim, et surtout, je crois, de Marcel Mauss, on en est arrivé, en historien, à commencer par poser des problèmes qu'on va dire de structure, si vous voulez. Ça, c'est le fond. Et de ce fond vient, en France toujours, dans cette lignée, apparaître le structuralisme de Lévi-Strauss. Il y a une filiation de Durkheim, Marcel Mauss, Lévi-Strauss. Et là encore, il y a une nouvelle rencontre avec les historiens, sur la forme d'une contradiction, parce que le structuralisme n'est pas très historique. Et donc ça a été un défi pour les historiens de se confronter à cette pensée anthropologique en grands thèmes et en grandes structures. Vous voyez ? Et donc, le résultat, ça a été comment penser en anthropologue et en même temps donner une dimension historique. La transformation pour Lévi-Strauss, c'est une transformation logique. Ça n'est pas une transformation historique. Mais pour les historiens, la transformation d'un système, c'est un processus historique. Et donc, c'est ça le défi auquel nous avons été confrontés. Au début des années 60, quelqu'un comme Jacques Le Goff, qui n'est pas seul, mais c'est un des grands représentants, parlait encore de sociologie à cause de Marcel Mauss. Pour lui, c'était ça le modèle. Et puis, il y a eu Lévi-Strauss. Et c'est Lévi-Strauss qui a utilisé anthropologie. Et donc, petit à petit, on est passé assez vite de sociologie historique à anthropologie historique. Dans l'idée de Jacques Le Goff, à l'époque, le modèle, le type d'objet, de domaine dans lequel on pouvait réfléchir, c'était ce qu'on appelait traditionnellement le folklore. Il y avait de grands noms comme Van Gennep, par exemple, des grands noms d'études, d'ethnologues, d'ethnographes, qui travaillaient sur le folklore, terme un peu ambigu, mal vu parfois. Et Le Goff avait pris le mot folklore au sérieux en écrivant des articles, notamment, sur la culture folklorique au Moyen-Âge. L'idée, c'était que, en dehors de la culture des clercs, il fallait, mais aussi à travers, parce que c'est la seule source écrite, à travers les écrits des clercs, on pouvait essayer de retrouver des niveaux de culture différents qui n'étaient pas, ce qui ne s'exprimaient pas dans l'écrit, pas en latin bien sûr, pas dans l'écrit, mais dans la tradition orale, et qu'il y avait peut-être des sources écrites, cléricales, médiévales, qui permettaient de renseigner, en somme, de documenter ces niveaux de culture. Et ça a été pour moi, maintenant je passe à l'aspect personnel, ça a été pour moi cette découverte qu'on pouvait peut-être s'intéresser à cette culture des laïcs, c'est-à-dire une grande partie de la population, qui n'était pas forcément complètement dépendante de la culture des clercs. Alors là, la chose, à ce moment-là, j'ai effectivement commencé à travailler avec Jacques Le Goff, et nous avons
participe, enfin c'est lui qui a lancé une grande enquête sur les exempla. Les exempla, ce sont des petits récits que les prédicateurs utilisaient dans leurs sermons. Et que, souvent, ces récits, qui étaient assez drôles parfois, venaient de la tradition orale. Et donc, les prédicateurs allaient chercher dans la tradition orale des récits qu'ils transformaient, bien sûr, mais dans lesquels on pouvait retrouver des motifs, des thèmes de la tradition orale, des contes, par exemple, des légendes, etc. Et donc, moi, j'ai commencé à travailler dans ce corpus, et il y a un récit qui m'a beaucoup intéressé, dans lequel un prédicateur, qui était aussi inquisiteur, au milieu du XIIIe siècle, découvrait près de Lyon un pèlerinage sur la tombe d'un chien dont les paysans disaient qu'il était un saint, Guinefort, et où ils portaient leurs enfants pour les guérir. Et c'était déjà en soi une histoire extraordinaire. Et d'autant plus que cet exemplum assez long décrivait le lieu, le rituel, mais aussi la légende, expliquant pourquoi ce chien avait été sanctifié. Or, je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait chez les ethnographes de la région de Lyon la connaissance de ce lieu et qu'on avait des chances de trouver une longue continuité de ce lieu de pèlerinage. Et donc c'est là que j'ai décidé d'aller voir sur place, comme ethnologue en somme. Et en effet, j'ai rencontré des gens qui, enfants, avaient été portés dans ce bois sur la tombe de Saint Guinefort. Alors, est-ce un chien, est-ce un saint? C'est très ambigu, n'est-ce pas? Comment on le considère? Est-ce encore un chien? Bon. Tout est dans l'ambivalence, en fait. Et puis, j'ai fait des fouilles archéologiques avec des collègues et archéologues de Lyon, et nous avons vu qu'en effet, il y avait eu une espèce de petit château en bois, sans doute, pas grand-chose, mais sur place. Vous voyez? Donc, tout un complexe, à la fois archéologique, légendaire, rituel, et qui était attesté depuis le XIIIe siècle, et même par les fouilles archéologiques depuis le XIe, XIIe siècle, jusqu'au XXe siècle, puisque je pouvais encore interroger des gens, aujourd'hui morts sans doute, mais qui connaissaient le bois très bien. Un bois, et ça n'était pas par hasard, isolé à équidistance des villages autour, à plusieurs kilomètres de tous les villages, donc totalement isolé. Voilà, un lieu folklorique. Voilà la raison de ce travail. Merci. Je vais essayer de faire un petit resumen. Oui, bueno, el profesor Jean-Claude Smith dice a la primera parte de mi pregunta que, claro, el gran fundador de la sociología en Francia, que es Émile Durkheim, que por cierto en España no tuvo gran impacto, es el que está en el origen de la sociología y bueno, Marcel Mauss extenderá también todos sus estudios a la sociología religiosa, sobre todo el estudio de las mentalidades, y finalmente será Claude Lévi-Strauss el que, utilizando y siendo deudor de Marcel Mauss, pues orientará los estudios hacia lo que llamaría antropología. Y entonces aquí hace su irrupción el estructuralismo. Nos dice que el estructuralismo es paradójico, porque el estructuralismo no es muy histórico, pero a la vez está en diálogo con la historia y, por tanto, superando el nivel factual ha utilizado de los historiadores, es decir, la pura erudición. Factual nos referimos a la erudición. En este contexto, Jan Le Goff les propone a él, supongo, como estudiante, el estudiar los exempla, que son unos sermones de predicadores cuya fuente es la fuente oral y por tanto a través de ellos pueden penetrar en un mundo ya periclitado, que es el mundo de la oralidad. Y ahí encuentra un santo que le parece, al cual dedica este libro del cual hablábamos, el santo Lebrero, que es un perro
que recibe culto en un bosque cerca de Lyon, equidistante de varias ciudades. Y entonces, para acercarse a este culto, que evidentemente, con todas las connotaciones del catolicismo, podemos imaginar que es absolutamente especial, pues se acerca haciendo excavaciones arqueológicas, con arqueólogos, recurriendo a las fuentes manuscritas, es decir, utilizando ya la etnología, es decir, haciendo estudios etnológicos también sobre el particular. Je voulais faire une autre demande à ce propos. Je lis dans votre travail sur la question, surtout sur bueno, habla, perdón, también otra cosa, Wangener, para los estudiantes de antropología, Arnold Wangener, otra figura muy importante en la recuperación de toda esta memoria folclórica. Llamémoslo así, folclórica. Wangener, el autor, recuerdo, de Ritos de Paso. Je voulais demander une chose que je suis un peu frappé aussi de votre œuvre sur les corps, les temps, etc., l'introduction. Vous appelez de l'œuvre de Louis Dumont, La Tarasque. Oui. La Tarasque. Je vais faire une demande supplémentaire. Oui. Et l'effet local. Parce que dans les sous-titres, il parle de l'effet local et oui. Vous parlez de l'enlébrier comme un fait local, localisé dans les bois, etc. Quelle est l'influence? Parce que dans les années 50, il y a une autre œuvre oui. que je le pregunto por una obra de un antropólogo francés, Louis Dumont, que escribió sobre la Tarasca. A Grenade, il y a une Tarasque, c'est la Tarasque méridionale de l'Europe. Oui. Par la question de l'effet local. Parce que le sans-lébrier, c'est un fait local, non? Tout à fait. Alors, donc, juste, on va y revenir, mais Louis Dumont est un très grand anthropologue qui a commencé, en effet, son travail par une étude locale en France, alors qu'ensuite il est devenu indianiste. Oui. Et anthropologue général, de grands concepts politiques aussi, de l'anthropologie politique, sur l'individualisme, etc. Donc il a changé, un peu comme Marc Bloch, je disais, Marc Bloch est passé des rois thaumaturges à la société féodale. Et Louis Dumont est passé de la Tarasque, son premier livre, à l'anthropologie indianiste, indienne, et à partir de là, à la réflexion sur les grandes structures sociopolitiques entre l'Inde et l'Europe. Mais récemment, vous verrez dans le dernier livre que je vous ai donné, il y a une étude, la dernière étude que j'ai menée sur des gestes, un geste de croix, du signe de croix. Et je commence en disant que c'est un rituel, et que l'anthropologie du rituel, une partie, n'est-ce pas, a en somme deux ancêtres, c'est Marc Bloch, les rois thaumaturges, et Louis Dumont, la Tarasque. La Tarasque. C'est un rituel local, en effet, et qui est resté isolé dans l'œuvre de Louis Dumont, mais qui est un chef-d'œuvre du point de vue de l'anthropologie historique, qui ne portait pas encore ce nom. Voilà. Donc pour moi, c'est en effet un livre très inspirant et qui fait partie de ma bibliothèque mythique. Voilà, alors vous me... Oui, quelle serait maintenant la question? Je demandais sur la question des points de vue local, surtout. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la focalisation oui. sur le local? Parce que Louis Dumont, vous a dit, a fait ses bouquins sur la Tarasque, que c'est magnifique. Et me l'ont donné des cadeaux dans le musée des arts et traditions populaires, la première édition dans l'époque que je suis boursier là. Et je l'ai rencontré très inspirante. Donc, absolument, non? Oui. Mais la question locale. Oui, vous avez raison. Oui. Je vais répondre parce que le Saint-Lévrier a été publié en italien dans la série Microstoria de Carlo Ginzburg et de Giovanni Levi. Et donc l'idée c'était ça, c'est que
la micro-histoire change ce qu'on appelle la focale, pas comme avec un appareil photographique. C'est-à-dire que si on change la focale, on voit d'autres relations. C'est ce que Carlo Ginzburg et Giovanni Levi ont théorisé. Au niveau du quartier dans une ville, on ne voit pas la même chose que si on regarde la ville tout entière. Et pour moi, au niveau de ce bois, de ce village, si vous voulez, je voyais des choses que naturellement on ne peut pas voir si on a une vision globale. Alors il faut sans arrêt changer de focale. Le problème, ce n'est pas de rester dans le local, c'est aussi de voir les choses en général, et je dirais d'abord en général. Pour moi, l'historien, il est d'abord structuraliste. Hein. Je crois qu'il faut d'abord commencer par ça. Mais ensuite, en changeant de focale, on voit qu'au niveau local, les relations sociales, les relations de parenté, toutes sortes de choses apparaissent qu'on ne peut pas voir autrement. Voilà, c'est ça Et pour, naturellement, pour la Tarasque de Dumont, c'était ça aussi. Hein. Ce n'était pas une étude générale sur le rituel. C'était un rituel particulier dans une ville particulière, comme Tarascon. No, oui, oui. Et ça aurait pu être Grenade. Oui, oui, oui. Bien, bueno, la pregunta, la respuesta que ha tenido dos partes, digamos, está concentrada sobre la cuestión del hecho local. Previamente nos ha introducido la figura del antropólogo Louis Dimond, que comenzó por un estudio local sobre la Tarasca y para posteriormente convertirse en un experto en la antropología de la India y después un experto en antropología general que reflexionaba sobre las diferencias, las semejanzas, la analogía en las relaciones en las grandes estructuras socioantropológicas entre India y Occidente. El profesor Smith ha hablado de su último libro, donde hace un análisis del gesto de la cruz, de persignarse, diríamos nosotros, donde insiste en la importancia de persignarse como un ritual específico, y allí hace referencia a dos obras fundamentales de su biblioteca mítica: Los Reyes Taumaturgos de Marc Bloch, que ya había salido antes, y La Tarasca de Louis Dimond. Posteriormente le ha vuelto a preguntar el profesor Alcantús sobre qué tiene de específico la historia local, el hecho local, y el profesor Smith ha hecho una reflexión sobre cómo focalizar en la investigación, digamos como con el foco de una cámara fotográfica. No vemos exactamente igual una ciudad cuando estudiamos su barrio que cuando vemos la ciudad al completo. De hecho, su trabajo fue publicado en italiano en la colección de Giovanni Levi y Carlo Ginzburg, que es una colección de microhistoria. Pero ha querido hacer la salvedad de que hay, en un primer momento, un antropólogo, un investigador tiene que ser estructuralista, tiene que tener una visión de conjunto de las relaciones que dan sentido a los hechos específicos, para luego bajar a especificaciones absolutamente particulares que se dan en lo local y donde se ven relaciones que no estaban presentes en la visión de conjunto. Bon, il y a une autre demande que je pense que vous avez fait déjà la contestation dans la deuxième contestation, mais je voulais retourner une autre fois sur Saint-Lévrier, la question du zoomorphisme et l'anthropomorphisme, qu'actuellement c'est une question très vivante parce que nous connaissons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de catégories, qu'il y a entre les vivants et les morts, et à la fois entre le monde naturel et le monde humain. Qu'est-ce que pensez-vous de cette transition aujourd'hui, oui, après beaucoup de décades de la publication de Saint-Lévrier? Voilà, alors c'est le paradoxe, parce que je pense que mon livre, Le Saint-Lévrier, était un peu pionnier à son époque, hein, oui, en posant cette question bizarre, dans un cas bizarre d'un saint-chien, mais que si j'avais aujourd'hui à faire ce travail, sans doute je le ferais en partie autrement, parce que la question de l'animalité et de l'humanité a pris une dimension considérable dans les recherches des historiens, des ethnologues,
depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. Et c'est lié naturellement à un changement aussi dans la relation de notre culture, de nous-mêmes avec la nature, avec donc aussi les animaux, le droit des animaux, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui j'aurai d'autres inspirations, mais je ne vais pas réécrire le livre, hein, il est comme ça. Voilà. Mais cette question vraiment a pris beaucoup d'importance et je crois qu'on aura encore dans les années à venir des publications qui vont arriver et qui seront très, très importantes sur la question de l'animal et des relations entre homme et animal. Mais c'était déjà un peu les questions que je posais, c'est vrai. Voilà. Si vous voulez, je peux faire la traduction et s'il y a une autre réponse, vous le pouvez faire après. Bon, yo le he preguntado de manera espontánea sobre Saint-Lévrier como un santo perro, que esto nos pone hoy día, pasados varias décadas ya de la publicación de su libro, en la cuestión muy actual de la relación entre hombre y animal. Es decir, las transiciones entre zoomorfismo, antropomorfismo, es decir, desplazar categorías humanas a los animales o categorías animales a los hombres. Y entonces él dice que, claro, que si hoy tuviera que responde que el libro surgió en un momento donde no estaba presente ese debate, que hoy día ha ido tomando fuerza y que actualmente hay otras fuentes de inspiración, esa relación entre el mundo animal y el mundo que no existían cuando él hizo el de Saint-Lévrier. Por tanto, es un trabajo pionero, es un trabajo de los primeros, pero que hoy dice ya no va a reescribir ese libro. Oui, alors c'est une question, on peut, c'était pas prévu, hein, mais oui, absolument. Mais c'est une question que je me suis reposée récemment dans un livre, pas le dernier, mais l'avant-dernier, qui s'intitule Le cloître des ombres, et dans lequel j'étudie un cas local, tout à fait. C'est un abbé cistercien en Allemagne de l'Ouest, vers 1200. Et ce personnage écrit une sorte d'autobiographie, en fait sous la forme d'un dialogue, comme nous faisons ici, hein, un dialogue avec un moine. Et il parle des démons. Et il est couvert de démons. C'est partout, il y a des démons sur son corps, dans ses rêves. Chaque fois qu'il fait un geste, par exemple, il dit « c'est pas moi, c'est le démon qui a poussé mon bras », ou il veut se gratter, c'est le démon, etc. Des démons, des milliers de démons. C'est un cauchemar. Et il parle donc de cela avec un autre moine. Et l'autre moine prend tout par écrit, et ça fait un livre extraordinaire. Je ne connais pas d'équivalent dans la littérature latine médiévale. Or, quel est le rôle des démons? C'est de servir d'intermédiaire entre l'homme et la nature, ce que nous appelons la nature, mais ce n'est pas le mot médiéval. Le mot médiéval, ce serait la création. La création divine, les animaux, les montagnes, le tonnerre, le ciel. Et les démons prennent la forme de tout ça. Ils ne sont pas des démons, ils n'apparaissent pas comme des démons, mais comme une poule, un oiseau, un sanglier, le tonnerre. Tout ça, c'est les démons. Voyez. Et donc, on est dans une société, alors, d'un point de vue anthropologique, on pourrait dire animiste. Mais est-ce que c'est de l'animisme? Pas vraiment, parce que dans l'animisme, la montagne, le fleuve, le sanglier ont une âme. Et le chasseur doit négocier avec l'âme du gibier pour aller à la chasse et lui demander la permission de le tuer. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce sont les démons qui servent d'intermédiaires. Et ils prennent la forme de tout ça. Et donc on est dans une société, non pas une culture, non pas animiste, mais analogiste. Et là je fais référence à un autre anthropologue, qui est Philippe Descola, qui a beaucoup écrit ces derniers temps, dont on a beaucoup parlé, et qui a essayé de définir les grandes ontologies dans le monde, hein, ce qu'il appelle le totémisme, le naturalisme, c'est notre ontologie. Et dans la Chine ancienne ou au Moyen-Âge, c'est l'analogisme.
Et je pense qu'on est dans une situation là analogiste, hein, dont mon livre sur ce personnage permet de préciser les choses. Et c'est là aussi une des raisons pour lesquelles, si j'avais aujourd'hui à réécrire le livre sur le Saint-Lévrier, je le ferais aussi avec tout cet apport de l'anthropologie, de la nature, qui a tellement gagné ces dernières années. Los demonios, ¿verdad? Perdón. ¿Eran demonios lo que tenía el abad? Ils sont... Le livre s'appelle Les démons, les démonios. Oui. C'est le cloître des ombres, le livre. Bueno, él se refiere a una cuestión que planteó en su penúltimo libro, en el cual cuenta la historia de un abad cisterciense en Alemania, que tiene una especie de autobiografía dialogada con otro monje, y en el cual se presenta a sí mismo completamente invadido por demonios. De hecho, cada vez que mueve una parte de su cuerpo, mueve su brazo, dice: no soy yo, son los demonios. En ese espacio, el demonio es una especie de intermediario entre el hombre y la naturaleza. En un contexto de sociedades animistas, donde cada uno de los elementos de la naturaleza, el río, los animales, las nubes, tienen un alma propia. Por ejemplo, cuando un cazador va a cobrarse una presa, tiene que negociar con el alma de la presa para poder cazarla. Bien, ha hecho referencia a otro gran antropólogo francés, Philippe Descola, que ha reflexionado sobre, digamos, las grandes ontologías de la humanidad y ha llamado la atención no tanto sobre el animismo, sino sobre el analogismo que él encuentra específicamente en la cultura china. La idea de que entre el hombre y la naturaleza, más que alma, se establecen relaciones de analogía por medio de los intermediarios, le ha servido para reflexionar cómo él retomaría la historia de la obra de la que estaban hablando el profesor Alcantur y el profesor Smith, la obra sobre el santo perro, el santo lebrero. Bon, otra cosa que le quería preguntar es yo descubrí su obra cuando le he dicho fui boursier dans le musée des arts et traditions populaires national des arts et traditions populaires dans les années 60 et 80, au fin de 80 à Paris. Yo fui becario en aquel tiempo en el Museo de Arte y Tradiciones Populares, ya desaparecido en París, y cayó en mis manos su texto sobre el charivari, sobre las cencerradas, lo que aquí lo llamamos. Me llamó mucho la atención aquel trabajo sobre las cencerradas porque estaban medievalistas, estaba Jan Le Goff, estaba usted, y entonces le quería preguntar que en las cencerradas y el carnaval hay una relación entre las cencerradas y el carnaval. ¿Cuál ha sido el papel de la obra de Mikhail Bakhtin que dedicó el folclorista ruso al carnaval, especialmente, y digamos la venganza de la cultura popular a través del carnaval, en cierta forma? Très bien. Alors, ce colloque sur le charivari, n'est-ce pas, que nous avons organisé en 1978, je crois, et qui a été publié en 1981, est venu en fait de ma collaboration avec Jacques Le Goff. Plus jeune, mais j'avais remarqué que dans les annales, notamment, on venait de publier plusieurs articles sur le charivari et des noms importants. E.P. Thompson, le grand historien de la société industrielle britannique, avait travaillé sur rough music, c'est-à-dire le charivari en Angleterre. Natalie Davis, Zemon Davis, oui, qui vient de mourir, oui, vient de mourir. Avait publié dans les annales un article sur le charivari en France, à Lyon, au XVIe siècle. Et il y avait encore un ou deux autres travaux là-dessus. Et donc j'avais proposé à Jacques Le Goff avec l'idée
de faire une sorte de grande rencontre des historiens et des anthropologues, justement. Et comme nous étions à l'école des hautes études, il y avait de tout, ils étaient tous là, d'une certaine façon. Donc, faire une grande rencontre internationale sur ce thème, qui serait l'occasion de faire se rencontrer tous ces historiens travaillant dans une perspective déjà anthropologique et tous ces anthropologues intéressés par l'histoire. Donc on a eu le Gotha, en quelque sorte, de l'anthropologie historique ou de l'histoire anthropologique. Donc Nathalie Davis, E.P. Thompson était là, Caro Baroja pour l'Espagne. Alors il y avait Daniel Fabre, que vous avez connu, qui était un très bon, qui est devenu un ami à ce moment-là aussi. Et il y avait Godelier, il y avait, enfin bon, François Héritier. Le seul, alors celui qui avait écrit en fait sur le structuralisme, sur le Charivari, c'était Lévi-Strauss. Dans les mythologiques, Lévi-Strauss parle du Charivari. Et je suis allé voir Lévi-Strauss et je lui ai dit, voilà, bien sûr, je veux vous informer, mais je lui ai laissé entendre que ce ne serait pas bien qu'il vienne. Parce que si Lévi-Strauss avait été là, les autres, si vous voulez, n'auraient pas trop osé parler. Voilà. Et donc, il a très bien compris. Il m'a dit, c'est très bien, faites votre colloque. Hein. C'est très bien, je ne viens pas, mais ça m'intéresse beaucoup. Et naturellement, dès que le livre est sorti, je le lui ai apporté. Mais donc, ça a été une discussion magnifique, très libre, beaucoup de débats. Et je pense que c'est une date majeure, ce colloque, dans la rencontre des historiens et des anthropologues. Pas seulement en France, c'était international. Hein, il y avait aussi des Allemands, voilà, mais pas seulement en France. Et c'est une date majeure. Et depuis, je ne vois pas tellement d'autres occasions, si vous voulez, aussi importantes. Parce que le Charivari, c'était un prétexte, en fait, pour parler de méthode, de structuralisme, d'histoire, etc. C'était un prétexte. Et je crois qu'il n'y a pas eu vraiment d'équivalent depuis, me semble-t-il. Hein. Bueno, pues el profesor en mí, este coloquio era sobre el Charivari y cayó en mis manos cuando yo fui becario en el ATP en París y me llamó inmediatamente la atención. En 1978, si no recuerdo mal, se reúnen en un coloquio que se publicará en 1981 sobre las encerradas, que las encerradas es esta fiesta juvenil de embromar carnavalesca. Entonces, el profesor en mí dice que es un momento de encuentro muy importante porque es casi el primero en el que se ponen de nuevo en relación antropología e historia. Se habían publicado algunos artículos en Annales, como Nathalie Davis, que acaba de morir, Eric Thompson, el gran historiador de las clases populares británico, y también el propio Claude Lévi-Strauss, pues es el primero que en las mitológicas nos recuerda, habla del Charivari y del poder del bruit, ¿no? Del bruit festif, ¿no? Del ruido festivo. Entonces se propusieron hacer este coloquio en el cual participaron, entre otros, también el español Julio Caro Baroja, que había escrito su tesis doctoral sobre el carnaval. Y bueno, todos los citados, Lévi-Strauss le dijo haga su coloquio porque su presencia hubiese sido, si no he interpretado mal, muy avasalladora, la presencia de Lévi-Strauss. Pero él considera que es un poco el Gotha, el momento refundacional y que fue un pretexto, el Charivari, fue el momento de escoger un tema en torno al cual dialogar. Bon, je voulais demander à notre chose, dans ce moment, c'est sur la religion populaire. La religion populaire, parce que dans l'époque que vous avez parlé, l'atmosphère, si vous voulez, dans la France et de toute l'Europe, c'est le Vatican II. Et il y a le concept de religion populaire est très fertile dans l'époque. Qu'est-ce que pensez-vous d'aujourd'hui, mise en distance de la cuestión de la religión popular? Oui. Le pregunto sobre la religión popular, que en aquellos tiempos estaba también muy de moda por la influencia del Concilio Vaticano II. Entonces, entre los antropólogos, ¿qué piensa él ya a distancia del concepto de religión popular? Oui, je pense que ce n'est plus un concept pertinent aujourd'hui.
et qu'il faut le replacer dans, comme vous l'avez dit, dans l'évolution de l'historiographie religieuse, voire catholique, après le Concile de Vatican II, où des historiens, en général catholiques, souvent aussi eux-mêmes clercs, en Italie en particulier, autour de Raoul Manzelli ou d'autres, et en France, autour de Laruelle, qui était un chanoine, donc des gens d'église, n'est-ce pas, mais qui étaient historiens aussi, se préoccupaient de savoir comment le message de l'Église se répandait dans le peuple. Et c'est vraiment cela qui a donné naissance à ce concept de religion populaire. Et je suis entré en guerre contre l'idée de religion populaire, parce qu'il y avait l'idée que tout venait du haut quand même, et que ensuite le bon peuple devait s'adapter, etc. C'est vrai en partie, mais il me semblait justement, avec l'ethnologie, avec le folklore, qu'il y avait autre chose, qu'il y avait une vraie créativité à la base, en somme. Et donc j'ai écrit à ce moment-là un article dans les Annales très critique contre la notion de religion populaire. Aujourd'hui, on ne parlerait plus de religion populaire parce que tout simplement la question de la religion a complètement changé. Je veux dire qu'aujourd'hui, la question de la religion n'est plus liée à l'institution ecclésiastique. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'institutions ecclésiastiques, il faut bien le dire. C'est-à-dire que le religieux connaît actuellement, le religieux, le croire, connaît une vitalité extraordinaire, mais en dehors des cadres institutionnels. Donc on est tout à fait dans un autre système, en somme. Et aujourd'hui, c'est une religion très individualisée, un bricolage individuel des gens qui vont chercher un peu en Inde, un peu dans les médecines douces, un peu, etc., et qui, sans attache particulière, référence obligée à l'Église, aux églises. Ça peut exister, bien sûr, mais cela a beaucoup perdu d'importance. Donc je crois que le sujet n'est plus d'actualité. Il y a d'autres sujets autour du religieux qui sont devenus très importants. Muy bien. A la pregunta del profesor González Alcantús sobre la religión popular, el profesor Smith responde que no cree que sea un concepto pertinente hoy y que hay que situarlo en, digamos, el halo y las transformaciones producidas por el Concilio Vaticano II, donde un conjunto de gente de iglesia, de eclesiásticos que también eran historiadores, se preguntaban acerca de cómo el mensaje de la iglesia era interpretado por el pueblo. Él, digamos, entró en conflicto o atacó el concepto de religión popular porque partía de la idea de que todo procedía de lo alto y la gente se adaptaba más o menos a él, con más o menos aberraciones, ignorando todo el proceso de creación específico que estaba vinculado al, digamos, al propio folclore religioso producido desde abajo. En lo que concierne al presente, a la actualidad, considera que el concepto pues deja de ser pertinente porque al fin y al cabo era un concepto ligado a la institución eclesiástica. Y hoy tenemos una extraordinaria vitalidad religiosa, pero fuera completamente de los marcos institucionales de la Iglesia. Lo que tenemos son gente que hace un puzzle variado con, digamos, fragmentos religiosos de aquí y allá y que genera una espiritualidad extremadamente individualizada. En ese contexto, el concepto de religión popular deja de tener valor. Bon, je vais aller dernièrement à la question d'un ouvrage majeur de votre production, que c'est la question du rythme de la vie collective. Vous avez fait un petit bouquin sur l'invention de l'anniversaire, l'invention del cumpleaños. Et je vais demander sur le livre majeur que sur le rythme de la vie collective, vous avez cité dans ce livre comme inspiration à Émile Durkheim qui dit « c'est le rythme de la vie sociale qui est à la base de la catégorie du temps ».
qu'est-ce que vous pouvez dire en petit résumé sur la question du rythme? Voilà. Yo lo he preguntado sobre la cuestión de los ritmos en la vida cotidiana y especialmente por un libro pequeño sobre la invención del cumpleaños, que no está traducido creo al castellano, y debiera serlo, y luego otro libro mayor sobre los ritmos en la Edad Media, el elemento tiempo, y que ya Durkheim había señalado que el ritmo de la vida social está en la base de la categoría de tiempo. Alors, il y a plusieurs raisons à ce livre. La première, c'est que, comme beaucoup d'historiens, je m'intéresse évidemment au temps. Mais en même temps, je ne voulais pas écrire un livre sur le temps, au Moyen-Âge par exemple, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Voilà. Et donc je cherchais une autre manière de poser des questions du temps, mais pas seulement du temps, et la question des rythmes de la vie me semblait très importante, parce que dans le temps, il n'y a pas que le temps linéaire, hein, le temps de l'histoire, mais il y a le temps vécu, le temps quotidien, le temps qui revient sans arrêt, jour après jour, année après année. Donc une question de rythme, beaucoup plus, et pas seulement de temporalité. Et en effet, cette réflexion de Durkheim, reprise aussi par Marcel Mauss, sur le fondement du sentiment du temps, de la compréhension du temps dans une culture, c'est le rythme. Ça veut dire que, par exemple, chez les Esquimaux, puisque c'est l'exemple donné par Marcel Mauss, chez les Esquimaux, le fait d'avoir une alternance entre l'hiver passé dans le groupe, dans l'igloo, et l'été où l'on part à la chasse sur la banquise, hein, ce balancement explique toute la conception du temps chez les Esquimaux. Alors, évidemment, au Moyen-Âge, ou en Europe, c'est autre chose, mais le temps vécu, en somme, hein, c'est le fondement de notre conception du temps. Et c'est pourquoi j'ai conçu cette idée de travailler sur le rythme, alors qu'il n'y avait rien. Du point de vue pour les historiens, il n'y a pratiquement aucun livre sur la question du rythme. C'est curieux. Alors que c'est une grande question philosophique, une grande question anthropologique, avec beaucoup de livres depuis Durkheim, Mauss, etc. Mais les historiens, pas du tout. Et donc j'ai voulu faire ça, un peu les rythmes, dans tous les rythmes. Hein, tous les rythmes, c'est pas possible, bien sûr, mais l'idée qu'on pouvait parler de tous les rythmes à la fois. Après, la question, c'était comment organiser. Hein. Et donc je me suis amusé à faire des journées, comme les journées de la création de la Genèse, puisque c'est déjà le premier rythme, en somme, la création par Dieu du monde et des hommes, etc. Et c'est la structure du livre. Voilà. Mais vous voyez, l'idée, c'était, partant en effet de cette phrase fondamentale de Durkheim ou de Mauss, un des deux en fait, c'est le rythme de la vie sociale et la base de la catégorie du temps. C'est ça que j'ai voulu faire. Voilà. Alors ça a donné un gros livre. Et en même temps, ce livre, je l'ai conçu aussi comme s'appuyant beaucoup sur les images. Parce que les images, c'est du rythme en couleur, en forme, etc. Et ça, on aura sans doute l'occasion d'en parler. C'est aussi une autre dimension de mon travail. Bon, c'est la question du visuel et la question de l'image. Oui, c'est la dernière partie de l'entretien. Bon, dice que como todo historiador se tiene que plantearse el problema del tiempo. Entonces, lo abordó a través del ritmo. El ritmo porque todas las sociedades, y inspirándose en Marcel Mauss y en Durkheim, sobre todo en el texto de Marcel Mauss sobre los esquimales, en el cual pues los esquimales en el invierno hay una alternancia entre el invierno y el verano y unos ritmos diferentes. El invierno es en el iglú, encerrados, la otra temporada de verano en la caza. Entonces todo eso lo registró él en torno a la noción de ritmo. Le salió y lo centró en la Edad Media y esas temporalidades. Y en este libro le dio mucha importancia al registro iconográfico.
de tal manera que se apoyó en él para poder desarrollar esta noción de ritmo. Y ya en este sentido, je voulais demander la dernière partie de l'entretien, demander sur la question, surtout parce que je vais laisser la demande de 8 pour le fin de la demande, sur la question de la figure. Vous avez écrit un bouquin sur pensée par figure. Vous avez écrit dernièrement, m'a donné un cadeau ce matin, le dernier livre sorti en septembre dernier, dans ce mois de septembre. Je voulais demander sur la question comment arriver à l'anthropologie des images, comment arriver sur la pensée analogique, que vous avez parlé il y a un moment, comment arriver, et s'il y a une vraie école dans ce moment d'anthropologie des images, que je pense dans Humboldt, dans Didier Huberman, dans vous-même, une école qui travaille sur l'interstitialité, si vous voulez, entre l'anthropologie et la pensée imaginaire vers les images. Le he preguntado si ya por la última fase de su producción es trabajar sobre la antropología de las imágenes. Y él en el libro Pensar por la figura habla de ese pensamiento geométrico en el cual pues se puede analógico, sobre el cual él ha basado sus investigaciones. Y bueno, le pregunto también si hay en estos momentos una verdadera escuela de antropología de las imágenes en la cual él sería una parte muy importante junto a Humboldt, que murió hace poco, y Georges Huberman, que estuvo también en el Intelectual y su memoria. Nous faisons ici notre collègue Gabriel Cabello un entretien à Didier Huberman dans ce cycle aussi. Bon. Oui, alors, si vous voulez, c'est l'idée qu'il faut tout rassembler. C'est pas seulement l'histoire, l'anthropologie, mais aussi l'histoire de l'art. Seulement, et ça c'est une préoccupation très ancienne pour moi, depuis très très longtemps, j'ai eu toute une, je dirais même dès mon enfance, une formation visuelle forte. Donc l'intérêt pour les images. Mais justement, je dis les images et pas l'art. Et là, j'entends Hans Belting, qui a publié un livre très important, l'histoire des images avant l'histoire de l'art. Et pour lui, le Moyen-Âge, aussi bien byzantin qu'occidental, est un monde de l'image, mais pas de l'art. Ça veut dire qu'il y a de très belles images, et on fait attention, on a un goût esthétique, mais le problème n'est pas l'art, c'est l'image. Est-ce que l'image remplit comme fonction, notamment entre l'homme, les autres hommes et la divinité. J'y suis donc arrivé par les images, mais aussi par certains textes auxquels je m'intéresse depuis très longtemps, qui sont des textes visuels, c'est-à-dire des textes de vision et de rêve. Et la question du rêve, pour moi, est centrale, parce que c'est à la fois par le rêve que l'on se définit soi-même, et c'est par le rêve que l'on ouvre l'imaginaire à tout ce qui est invisible, c'est-à-dire la divinité, le futur ou le passé, tout ce que l'on ne peut connaître que par les rêves. Et donc j'ai essayé, si vous voulez, de rassembler tous ces fils dans cet intérêt pour l'imago. Je dis imago et pas image, je le dis en latin, parce que l'imago, c'est à la fois la définition de l'homme, l'homme créé par Dieu à l'image de Dieu. C'est l'imago, c'est l'imaginaire, c'est les rêves, les visions, et puis c'est des objets matériels qui sont des images matérielles et notamment des images cultuelles. Voilà. Et c'est ça, si vous voulez, mon domaine, hein, dans lequel j'entre avec des problématiques d'histoire et d'anthropologie en même temps. Voilà. Alors j'ai, en 1996, avec mon collègue et très bon ami, malheureusement mort il y a quelques années, François Lissarag, qui était un spécialiste des vases grecs antiques. Nous avions fondé chez Gallimard une collection d'ouvrages qui a duré pendant 10 ans. Nous avons publié une vingtaine d'ouvrages.
Et nos auteurs, c'était Hans Belting, qui a publié 3 livres dans la collection. C'était Georges Didi-Huberman, qui a publié 2 livres. Et puis des collectifs, beaucoup de travaux en commun, justement, des collectifs autour de l'image dans la Grèce antique, autour du Moyen-Âge, etc. Donc voilà ce que nous avons fait. Et c'est pour dire que c'est pas seulement une préoccupation individuelle, bien sûr, c'est toute une tendance historiographique aujourd'hui où on prend l'image comme document d'histoire, pas d'illustration comme faisaient les historiens autrefois. Hein. Si vous voulez, on avait deux dangers. C'est l'attitude traditionnelle des historiens qui était de trouver dans les images des illustrations de ce qu'ils savaient déjà par les textes. Et puis, les historiens de l'art. Mais je dirais que l'image, c'est trop important pour le laisser aux historiens de l'art. Parce que la question n'est pas seulement la question du style ou la question de l'identification des auteurs, des artistes, etc. C'est bien, c'est très important. Mais l'essentiel, c'est la signification et la fonction des images. Et la signification, elle peut être religieuse, elle peut être politique, elle est sociale, etc. C'est un objet d'histoire totale. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Muy bien. Bueno, el trabajo sobre las imágenes, digamos, incluye también la historia del arte, digamos, en el conjunto de disciplinas con las que hay que dialogar para hacer avanzar la investigación. Su trabajo es un trabajo sobre imágenes y no es un trabajo sobre arte. Eso es algo muy importante. El problema para él no es el de la historia del arte, sino el de la función que cumplen las imágenes en la relación con otros hombres, pero también con la divinidad. Un problema, por tanto, diferente al que caracteriza la historia del arte. Y fue por eso por lo que concentró parte de su trabajo en los sueños. Los sueños son el lugar donde se define uno mismo por medio de imágenes, pero los sueños son también el espacio donde nos abrimos a lo desconocido, tanto del pasado, del presente como del futuro, y a Dios. Y por esa razón no utiliza tanto el término de imagen, sino que utiliza la palabra latina imago. Y el imago tiene varios sentidos, 2 sentidos fundamentales. El hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, pero también el hombre construye objetos materiales que son imágenes. Y esas imágenes tienen un significado específico. Ha hecho después referencia a una colección creada en 1987 en Gallimard, donde publicaron los grandes especialistas, y finalmente ha llamado la atención sobre 2 peligros fundamentales del trabajo sobre imágenes. En primer lugar, algo que era común en los historiadores de otro tiempo, utilizar las imágenes como simples ilustraciones de lo que ya se sabía, y entonces pierden su sentido y su valor específico. Y el peligro, podríamos decir, historia del arte. El peligro historia del arte es que para él no es solamente la cuestión del estilo, del autor, sino, digamos, la cuestión de la significación de la imagen en un espacio de relaciones entre seres humanos y seres no humanos. Très bien. Et la dernière demande que je vais hacer, yo pienso que ya es la hora, entonces le voy a hacer una última pregunta. La demande que je vais hacer es en liaison avec Grenade. Yo le he dicho que en Granada le había enviado edad media cristiana, realmente no hay, porque estamos en periodo musulmán y tendríamos que hablar de edad media, que tampoco sería un concepto musulmana. Entonces hay un debate que ha afectado tanto a Francia en los últimos tiempos, que es el debate sobre Averroes. Es un debate que ha dado lugar a una controversia, porque el filósofo andaluz Alain de Libera, un profesor del Collège de France, decía que había sido fundamental en la Sorbonne. Alain de Libera dit dans Pensée l'âge moyen que c'est fondamental dans la pensée française, à la Sorbonne. Mais del otro lado le contestó un historiador medievalista, Sylvain Guggenheim, con un libro en el cual decía Aristóteles en el monte Saint-Michel, dans le Mont Saint-Michel.
que dice que no se le debe nada a Averroes en la transmisión del pensamiento clásico en Europa, sino que el pensamiento clásico ya estaba a raíz de un descubrimiento en el Mont Saint-Michel, ya estaba allí. Entonces esto dio lugar a una controversia en Francia. Entonces, qu'est-ce que pensez-vous de ces confrontations, si vous voulez, de la pensée entre la pensée de l'influence d'Averroes à la Sorbonne? C'est une opinion personnelle, je ne dis que vous devez faire une interprétation sur Averroes exactement. Non, je ne suis pas spécialiste. Oui, d'accord. Bon, j'avais été très surpris par le livre de Sylvain Guggenheim, qui est un historien qui travaille beaucoup sur l'Allemagne, qui a publié notamment un très bon livre sur Hildegard de Bingen, qui m'avait plu. J'ai lu son livre et j'ai trouvé ça très curieux, qu'on puisse en effet réduire l'influence des grands philosophes musulmans, enfin arabes et musulmans du Moyen-Âge, que ce soit Avicenne, Averroès, que vous citez, etc., et au contraire magnifier le rôle du Mont Saint-Michel dans la transmission d'Aristote. Bon, je n'ai pas été convaincu, mais je ne suis pas spécialiste. Personne n'a été très convaincu, il faut bien le dire. Hein. Et au contraire, Alain Dibera, à qui je fais toute confiance pour ces problèmes, a bien montré que l'idée traditionnelle selon laquelle c'est par l'Espagne et par l'Italie du Sud que ces philosophes arabes très importants du Xe, XIe siècle ont eu une influence dans la transmission, pas de tout Aristote, puisqu'une partie d'Aristote était déjà connue, mais de la physica en particulier. Et que c'est par eux que c'est arrivé, moi je suis convaincu. Je suis bien sûr que c'est comme ça que ça s'est passé, et pas au Mont-Saint-Michel. Hein. Donc c'est un cas très local que Guggenheim a voulu magnifier, mais je crois que ça n'est pas vrai. Enfin, il se trompe. Et que, en revanche, l'influence d'Aristote à travers le monde judéo-arabe, parce qu'il faut, tout ça est très mêlé, mais le monde judéo-arabe d'Andalousie et d'Italie du Sud est très important à la Sorbonne, en effet, et puis dans d'autres universités ensuite, pour penser autrement la nature. Hein, pour penser autrement la nature. Et voilà. Et ça, on le voit, y compris dans les images. On en voit des effets. Sí. Bueno, pues a esta pregunta, que era la última que le quería hacer, tenía que ver con dónde nos movemos, es decir, Averroes, porque se ha convertido además, je voulais faire un petit développé de la question, en un motivo de controversia entre lo que podríamos llamar la Francia tolerante y la extreme droite, o sí, ¿no? La utilización del discurso de Sylvain Guggenheim. Sylvain Guggenheim es un historiador, sobre todo de la orden teutónica, muy bueno, ha hecho buenos libros, lo ha destacado el profesor, y quedó sorprendido con su libro sobre Averroes en el Mont Saint-Michel, en el cual a partir de un hecho concreto quería demostrar que la influencia de Aristóteles en Occidente no debía prácticamente nada a Averroes. Entonces, sobre todo la física de Aristóteles, ¿dónde estaría centrado? Entonces, que él está convencido, no es especialista en esto, pero está convencido, como con su amigo Alain de Libera, que la influencia de Aristóteles a través de Averroes, del filósofo andaluz Averroes, que llegó hasta la Sorbona, fue importante y no se puede reducir solamente a este aspecto particular. Merci beaucoup, monsieur, parce que je pense que monsieur le professeur Le Doyen doit partir aussi. Merci beaucoup par votre réponse. C'est un moment d'intensité, si vous voulez, de dialogue. Merci pour votre présence. Je laisse la parole à notre collègue. Bueno, pues yo creo que hemos tenido un mediodía precioso, en el doble sentido de que estamos en nuestra nueva sala Ana Pardo con una luminosidad extraordinaria y escuchando un diálogo del mayor calibre intelectual que uno pueda esperarse. Y pues nada más, agradecer al profesor Jean-Claude Schmitt su presencia, a José Antonio González Alcantú, que haya contribuido a que este acto tan importante se celebre, y a ustedes su presencia. Muchísimas gracias. Gracias.
Merci beaucoup. Merci.